Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu. Votre point sur l'info de ce lundi 25 septembre. On évoquera entre autres les déclarations du président de la République, la polémique autour de la manifestation contre les violences policières à Paris et comme d'habitude, nous reviendrons sur l'actualité internationale. En France, donc, en plus de son plan sur le climat, Emmanuel Macron a annoncé hier que le gouvernement renonçait à autoriser la vente à perte des carburants. Il demande finalement aux distributeurs de vendre à prix coûtant. Le président a également annoncé une nouvelle aide pour compenser le prix élevé du carburant, limité aux travailleurs et aux plus modestes, et qui pourrait atteindre 100 € par voiture et par an. Le président Emmanuel Macron, toujours, doit présenter aujourd'hui son plan écologique. Il s'agit de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce plan devrait comprendre une cinquantaine de grands leviers impliquant les grandes entreprises, les collectivités territoriales ainsi que les citoyens. L'exécutif devra expliquer comment les 7 milliards d'euros supplémentaires promis pour la transition écologique seront répartis dans le cadre du projet de budget 2024. Et en politique maintenant, la droite sort confortée des élections sénatoriales en conservant sa mainmise sur le Sénat français. Les Républicains maintiennent leur majorité absolue avec leurs partenaires de l'Union centriste. Il est prévu que Gérard Larcher soit réélu à la présidence du Sénat. Le parti Renaissance, quant à lui, peine à s'implanter dans les territoires. Et un procès s'ouvre aujourd'hui pour une affaire liée au terrorisme. Le 13 juin 2016, un policier et sa compagne ont été violemment assassinés dans leur domicile en région parisienne. Cet attentat avait choqué le pays en raison de sa sauvagerie et du fait qu'il ait ciblé la sphère privée d'un policier. Le terroriste affilié à l'État islamique a été abattu lors de l'intervention des forces de l'ordre. Aujourd'hui, le procès de Mohamed Lamine Aberouz, un ami d'enfance du terroriste pour complicité d'assassinat terroriste, s'ouvre devant la cour d'assises. Le prévenu encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et une vidéo a largement circulé montrant une voiture de police attaquée par des manifestants cagoulés samedi à Paris, lors de la manifestation contre les violences policières. Ces individus ont utilisé des barres de fer, frappé la voiture et lancé des projectiles. Face à ces attaques, un policier a sorti son arme. Les réactions à cet incident ont été diverses. Certains, comme la députée Sandrine Rousseau, ont jugé ce geste inadmissible, tandis que d'autres, comme le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ont salué le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné ces violences et a souligné que la haine anti-police peut avoir des conséquences graves. Cette situation a également suscité des réactions à droite avec des élus dénonçant ceux qui ne condamnent pas ces actes. En somme, cet incident a soulevé des questions sur les violences lors des manifestations et l'attitude envers les forces de l'ordre. Loin des affrontements maintenant entre les manifestants et la police, notre confrère braque maintenant son projecteur sur le pape dont les déclarations ont beaucoup fait parler. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous abordons un événement qui a marqué le week-end, la visite du pape à Marseille. La visite du pontife, préparée pendant plusieurs mois, a eu pour thème central l'immigration. Un sujet qui, d'après un sondage Odoxa pour Le Figaro, arrive à la 7e place des préoccupations des Français, loin derrière le pouvoir d'achat et la santé. Cependant, ce même sondage dévoile que 74% d'entre nous pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, soit une hausse de 11 points en 5 ans. Une progression pour le moins intéressante. Toutefois, malgré ces chiffres, 6 Français sur 10 se disent favorables aux mesures qui visent à mieux intégrer les immigrés déjà présents. Et ce contraste montre bien la complexité du sujet. Travailleurs sans papier, immigrés illégaux, trafic de migrants, naufrage. Le sujet de l'immigration lui-même n'est pas une problématique unique. D'où peut-être ces opinions à première vue contradictoires. Pour beaucoup, la politique migratoire de Giorgia Meloni semble avoir été mise en échec suite aux récentes arrivées massives
de migrants chez nos voisins italiens sur l'île de Lampedusa. Fort de ce constat, le pape est venu à Marseille avec un message. Pour le Vatican, c'est à l'Europe de gérer la situation. Regardez. Samedi 23 septembre, le pape François s'est exprimé lors d'un service de prière interreligieux devant un monument dédié aux disparus en mer. Il a déclaré que l'humanité ne pouvait pas continuer à détourner le regard du drame des naufrages causés par le trafic cruel et le fanatisme de l'indifférence. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, environ 178 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année par la Méditerranée, tandis qu'environ 2500 d'entre eux sont morts ou disparus en chemin. Macron a rencontré le pape au cours de sa visite et a assisté à une messe papale samedi, le mettant en porte-à-faux avec ses détracteurs qui estiment qu'il viole la laïcité républicaine. Et parmi les critiques du message papal, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a déclaré que le pape ne pensait pas aux peuples d'Europe qui subissent les conséquences de l'immigration. Le pape François a quant à lui condamné les nationalismes belliqueux et appelé à une réponse pan-européenne à la migration afin d'empêcher la Méditerranée de devenir le cimetière de la dignité. Avant son départ, le pape a une nouvelle fois abordé le problème du trafic d'êtres humains qui, selon lui, se résoudrait en favorisant l'immigration. C'est parce que nous renvoyons les migrants et qu'ils finissent entre les mains de ces gens sans scrupules qui leur font du mal. Ils les vendent, ils les exploitent. Un discours politique du pape donc qui interroge d'ailleurs certains. En effet, cette rencontre au sommet, longuement préparée, mêlant politique et religion, a de quoi laisser songeur. L'exécutif semble explorer toutes les options sur le sujet. En effet, en novembre, le gouvernement de Macron présentera son nouveau projet sur la loi de l'immigration. D'un côté, certains veulent plus de fermeté, de l'autre, il y a des appels à l'accueil et à l'intégration. Un vrai casse-tête pour l'exécutif. Coller à l'opinion publique n'est pas une mince affaire quand il s'agit d'immigration, et les multiples sujets sous l'étiquette « immigration » ne facilitent pas les choses. Nicolas Sarkozy avait tenté un grand débat sur l'identité nationale en 2009. Selon certains spécialistes, Emmanuel Macron pourrait vraisemblablement céder à la même tentation. Alors, quel cap prendra la France en matière d'immigration? C'est encore difficile à dire. Affaire à suivre donc. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony, on passe maintenant à l'international et on démarre ces nouvelles par une grève des scénaristes à Hollywood. Une grève qui dure depuis près de 5 mois déjà. Les scénaristes d'Hollywood ont fait grève pour demander de meilleures rémunérations, de meilleures récompenses pour la création d'émissions à succès, ainsi qu'une protection face à la montée de l'intelligence artificielle dans le domaine. Les scénaristes ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord avec les studios. Les détails de cet accord ne sont pas encore divulgués et la grève n'est pas complètement terminée. Les grévistes ont cependant décidé de suspendre les piquets de grève, une étape importante vers la résolution de ce désaccord. Des nouvelles du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Selon les autorités russes, un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif dans le centre de la ville de Koursk, dans le sud de la Russie. L'attaque a causé des dégâts mineurs au toit du bâtiment et les services d'urgence se sont rendus sur place. La ville de Koursk se trouve à environ 150 km de la frontière ukrainienne. L'attaque visait un dépôt pétrolier près de l'aéroport de Koursk, qui est également un aéroport militaire. Ce n'est pas la première fois que ces installations sont visées par les Ukrainiens, car elles avaient déjà été prises pour cible en décembre 2022 et en juin 2023. 7 ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex de la NASA a réussi sa mission. Elle a rapporté le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. La capsule contenant cet échantillon a atterri dans le désert de l'Utah aux États-Unis. L'équipe de la NASA a confirmé que la capsule était intacte. Cet échantillon, prélevé sur l'astéroïde Bennu en 2020, devrait contenir environ 250 grammes de matière, soit beaucoup plus que les précédents échantillons rapportés par des missions japonaises. Il aidera à améliorer notre compréhension des astéroïdes qui pourraient frapper la Terre et de l'origine de notre système solaire. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec un point sur les derniers échanges entre la Chine et différents pays. Vladia, où en est-on? On vous écoute.
Merci Rémi, bonjour à tous. Des échanges assez froids d'un côté et prêts pour les affaires de l'autre. Du côté du manque de chaleur, vous vous en doutez je pense, c'est au niveau des relations avec les pays occidentaux et notamment au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président du Conseil européen a appelé la Chine à aider à mettre fin au conflit. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a exhorté son homologue chinois à communiquer avec les responsables russes. C'était au moment où le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, était arrivé en Russie pour une visite. La Chine et la Russie ont annoncé un partenariat sans limite peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Pékin a déclaré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées. Cependant, ce n'est vraiment pas clair car la Chine s'est abstenue lors de tous les votes des Nations Unies qui ont exigé que Moscou retire ses troupes d'Ukraine. Les pions sont posés très prudemment en ce qui concerne les déclarations officielles. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est selon vous le positionnement réel de Pékin à ce sujet. Et du côté des échanges un peu plus souriants parce qu'intéressants pour les affaires de la Chine communiste, Pékin cherche à améliorer ses relations avec un pays riche en pétrole. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré son homologue syrien Bachar al-Assad pour la première fois depuis près de 20 ans. La rencontre a eu lieu vendredi dans la ville côtière de Hangzhou, à l'est du pays. Bachar al-Assad cherchait à obtenir le soutien de son principal bailleur de fonds, j'ai nommé Pékin. Xi Jinping a accepté de contribuer à la relance de l'économie syrienne. La Chine étend son influence en Asie occidentale, en Iran et en Arabie saoudite. Quant à la Syrie, elle dispose de riches ressources en pétrole et en gaz naturel. Alors, qu'est-ce qui a poussé Assad à demander l'aide de Pékin ? Depuis 2011, les sanctions occidentales ont isolé la Syrie sur le plan diplomatique. À l'époque, les États-Unis ont accusé le régime de réprimer les manifestants et d'utiliser des armes chimiques. Les rapports font état de nombreuses victimes et de millions de personnes déplacées. Les États-Unis ont sanctionné le gouvernement syrien et ses partisans, interdisant la quasi-totalité des exportations et empêchant le pays d'accéder à la technologie américaine. Aujourd'hui, Pékin envisage de resserrer ses liens avec la Syrie comme jamais auparavant. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que les deux pays se soutiendraient fermement l'un l'autre. Qui du bloc occidental ou du bloc oriental sera le plus consistant pour s'imposer? L'histoire nous le dira. Je vous rends l'antenne, Rémi. Merci à tous. On reviendra certainement là-dessus dans le futur. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec l'œuvre d'un artiste russe du nom de Karl Brulov qui a peint une œuvre intitulée « Le dernier jour de Pompéi ». Ce tableau illustre l'effondrement de cette antique civilisation romaine. À son apogée, Pompéi était une ville prospère. Malheureusement, une catastrophe a frappé Pompéi de manière soudaine. Le Vésuve, un volcan voisin, est entré en éruption, projetant des roches, des nuages de vapeur et de la lave sur la ville. Pompéi a été totalement ensevelie sous des mètres de cendres volcaniques disparaissant de la surface de la Terre. Des siècles plus tard, les ruines de la ville ont été accidentellement découvertes lors de fouilles archéologiques. Des historiens ont décrit la société de Pompéi dans un livre révélant une population riche et hédoniste. L'œuvre de Brulov nous offre ainsi un aperçu poignant de l'effondrement d'une civilisation antique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pensez à cliquer pour vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et bien le bonjour chez vous.